Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien, ici Unicornis et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous ai teasée depuis très longtemps, la place des hommes dans les jeux vidéo équestres. Les sports équestres sont souvent considérés comme un domaine où les femmes et les hommes sont sur un pied d'égalité. D'ailleurs, aux Jeux Olympiques, c'est le seul sport où les deux concourent dans la même catégorie. Après, certains diraient que c'est parce que c'est le cheval qui fait tout, n'est-ce pas? Pourtant, à l'image de notre société, le monde équestre n'a pas été épargné des clichés sexistes. Mais de manière inversée, enfin, c'est ce qu'on pourrait croire au premier coup d'œil. Dans notre société actuelle, dans de très nombreux domaines, les femmes sont souvent victimes de discrimination et de préjugés. Mais dans le milieu équestre et plus largement dans la pratique de l'équitation de loisirs, la femme prédomine et les hommes sont plutôt absents, voire pas du tout les bienvenus. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer la place des hommes dans les jeux vidéo équestres, comprendre pourquoi ils sont sous-représentés et pourquoi cela renforce les clichés déjà présents. J'aimerais également parler de l'évolution qu'il y a eu dans le secteur puisque le sujet que j'aborde dans cette vidéo n'est pas inconnu, il a déjà été abordé par d'autres personnes et donc les studios de développement se sont déjà penchés sur la question. Cependant, j'aimerais ne pas m'arrêter là puisque sinon ma vidéo ne ferait qu'enfoncer des portes ouvertes. J'aimerais aussi en profiter pour aborder de manière un peu plus générale les jeux vidéo stéréotypés féminins et comprendre pourquoi ils ont tendance à être plutôt mauvais. Car vous verrez que ça va aussi nous aider à comprendre pourquoi les jeux d'équitation sont mauvais. Juste avant de commencer, si jamais ce genre de vidéo plus critique, plus travaillée vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir et éventuellement contribuer à son référencement en interagissant avec et à le partager à votre entourage. Toutes les sources citées dans cette vidéo seront mises en description si jamais vous avez envie de creuser le sujet par vous-même. Alors on va commencer par le début pour contextualiser un petit peu la source. Quelle était initialement la place de la femme dans le monde équestre et comment ça a évolué? Initialement, les chevaux c'était pas trop un truc de femme, il faut savoir que jusqu'au XXe siècle c'était plutôt un truc d'homme, puisque les chevaux servaient à la guerre et au travail dans les champs, donc des domaines qui étaient masculins. En tout cas, c'était comme ça chez nous dans l'Occident. Il y a sûrement des exceptions dans d'autres pays avec d'autres cultures, mais je ne les ai pas creusées puisque ce n'est pas le sujet de cette vidéo. La plupart des femmes qui étaient assimilées à des chevaux sont résumées plutôt à des mythes comme les Amazones, les femmes qui combattaient à dos de cheval, ou alors au rôle de soin, puisque le rôle de la femme à l'époque de la société était de prendre soin d'autrui. Du coup, en Europe occidentale, l'accès aux chevaux était plutôt compliqué pour les femmes puisque c'était réservé à une élite, et les femmes n'avaient aucun droit, n'avaient aucune reconnaissance dans la société, ne faisaient pas partie de cette élite. Leur place était dans la cuisine, donc ils n'avaient pas vraiment l'occasion de beaucoup s'approcher des chevaux. Certes, vers la fin du Moyen-Âge, la monte en Amazone commence à se démocratiser, ce qui permet aussi aux femmes, surtout aux nobles, de monter à cheval pour faire des petites promenades. Mais il fallait attendre la conquête de l'Ouest et la démocratisation du pantalon pour les femmes pour leur permettre de monter correctement à cheval et d'avoir plus de stabilité en selle. Du coup, si on résume, initialement, les chevaux c'était quand même plutôt un truc pour les hommes. Mais comment ça a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Au début du XXe siècle, le statut du cheval évolue vers celui d'animal de compagnie. En tout cas aux yeux de la société, aux yeux de la loi, je crois qu'en France, c'était jusqu'à pas longtemps encore considéré comme un meuble. Mais bon, ce qui va donc apporter une forte féminisation du milieu de l'équitation. Cependant, j'aimerais faire une parenthèse parce que quand on lit un article de Grand Prix qui a été effectué en 2019 à ce sujet, dans le milieu professionnel et dans les postes de décision du milieu de l'équitation, ça reste toujours dominé par les hommes. Cela peut avoir plusieurs origines. Premièrement, nous sommes toujours dans une société patriarcale, ce qui fait que c'est plutôt à la femme de s'occuper de la maison et du foyer et des gosses. Et c'est quand même compliqué de concilier une carrière à haut niveau sportif ou même juste une carrière tout court avec le fait d'élever des mômes. Même si les mentalités évoluent doucement, il y a encore trop peu de pères qui sacrifient leur carrière pour permettre à la femme de continuer la leur. Accessoirement aussi, quand on fait un gosse, c'est la femme qui le porte, c'est la femme qui est enceinte, et donc dans tous les cas, ça fait une césure dans sa carrière sportive. Ensuite, comme toujours, les femmes sont sous-représentées dans les postes de décision, donc peuvent prendre peu de décisions en faveur des femmes. Elles sont moins rémunérées, elles sont moins médiatisées, enfin bref, il n'y a pas grand chose qui les avantage pour se lancer dans une carrière sportive. Et ensuite, le dernier point, c'est que l'équitation de haut niveau est quand même plus axée sur les compétences sportives que sur les sentiments. Et là encore une fois, c'est notre éducation stéréotypée qui fait une différence. Le rôle de la femme dans notre société, c'est de prendre soin des autres, c'est d'être empathique,
Alors que les hommes, on leur apprend plutôt à ignorer leurs émotions, à faire passer les performances avant les émotions, et donc à faire passer les performances avant le bien-être du cheval. Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, mais le sport de haut niveau, c'est quand même pas mal de maltraitance banalisée, et je pense que les hommes ont plus de facilité à tolérer ça que les femmes. Du coup, les hommes sont beaucoup plus présents dans le milieu équestre professionnel. Pourtant, quand on regarde un petit peu des statistiques, l'équitation de loisirs est dominée à 80% par les femmes. En tout cas en France, où 80% des licenciés dans les clubs sont des femmes. Du coup, on a beaucoup plus de chances de connaître une cavalière qu'un cavalier. Mais du coup, qu'est-ce qui a popularisé le cheval chez les filles? Depuis les ponybooks anglo-saxons des années 20 jusqu'aux productions télévisées et aux jeux vidéo, la majorité du temps, la protagoniste est une femme. Alors au cas où que vous ne connaissez pas trop ce que c'est un ponybook, c'est un genre qui est très populaire dans les pays anglo-saxons, un petit peu moins en France, en tout cas j'en ai moins croisé par ici. C'est un genre littéraire plutôt pour les jeunes, notamment pour les jeunes filles, et généralement l'histoire tourne autour de jeunes filles et d'adolescentes qui apprennent l'équitation avec un cheval, voire dans un centre équestre, et du coup il y a toute une histoire autour. Des fois ils vivent des aventures, des fois il y a de la romance, mais le sujet principal, ça reste toujours le cheval. Et ce genre de littérature était très populaire dans les pays britanniques, mais aussi en Europe du Nord. Justement, dans ces pays-là, ça a donné lieu à un abonnement de boxe qui s'appelait le Ponybook Club, et du coup, avec cet abonnement, on recevait tous les mois un ponybook, et de temps en temps, des jeux vidéo équestres. Et quel était le ponybook originel? Vous le connaissez peut-être, Black Beauty. Comme on peut le lire dans l'étude du Canadian International College, celui-ci a contribué au changement de considération envers les chevaux et à leur bien-être, notamment aux yeux des femmes, car leur rôle socialement acceptable consistait à prendre soin des autres. L'empathie pour les animaux étant un prolongement naturel et acceptable. La femme a donc commencé à s'intéresser davantage aux chevaux. Elles peuvent y trouver la liberté et le pouvoir, puisque le cheval a été longtemps un symbole de liberté et de pouvoir pour les hommes, faire de l'exercice musculaire et relever les défis sans se mettre en porte-à-faux avec les normes sociétales en matière de genre. Quoi qu'il en soit, effet boule de neige, 100 ans plus tard, les chevaux c'est devenu un truc de gonzesse. Et de fil en aiguille, on passe du livre de la fille qui sauve le poney club au jeu vidéo de la fille qui sauve le poney club. Même histoire, support différent, on peut donc dire que les jeux vidéo équestres se sont alignés sur une audience déjà présente. Et aussi loin que je puisse me souvenir, la majorité des jeux équestres, l'héroïne était une femme. Alexandra Lederman, Mission Équitation, Barbie Aventure à cheval, c'était toujours une fille. Comme les livres avant eux, les studios de jeux vidéo se sont concentrés sur l'audience déjà présente. Les femmes, voire plus généralement les petites filles, ce qui explique aussi pourquoi les jeux équestres sont souvent très puérils. D'un côté, on a une perception des jeux vidéo équestres comme quelque chose de purement féminin. En effet, les jeux vidéo équestres sont souvent perçus comme étant destinés aux filles et aux femmes, en partie à cause de l'association traditionnelle entre les chevaux et les activités équestres avec la culture féminine. Les hommes sont donc rarement représentés et cette perception peut les décourager de s'impliquer dans ce type de jeu. Et de l'autre côté, il y a simplement une faible demande de jeux d'équitation du côté des hommes. Il est possible que les jeux vidéo équestres ne soient pas aussi populaires auprès des hommes que d'autres genres de jeux vidéo, à cause justement de cette perception féminine. Ce qui pourrait expliquer la faible représentation des personnages masculins dans ces jeux. Car pourquoi s'embêter à modéliser un avatar masculin alors que personne ne va l'utiliser? Et ainsi le serpent se mord la queue, moins il y a d'hommes, moins égale moins. Il y a cependant une différence à faire. Dans le jeu narratif, nous incarnons un personnage avec une histoire déjà écrite, à contrario du RPG dans lequel nous créons nous-mêmes l'histoire de notre personnage. Je peux comprendre que dans le cadre d'un scénario avec une intrigue amoureuse, il soit plus ou moins logique d'imposer un sexe. Mais quand notre genre n'influe rien au gameplay, est-ce que c'est vraiment justifié de nous en imposer un? J'estime qu'à partir du moment où on personnalise l'avatar pour s'y identifier, on devrait pouvoir choisir son sexe. Mais actuellement, au mieux on a le choix, au pire on est une femme, et tant pis. D'ailleurs je crois que je connais aucun jeu équestre où on est obligé de jouer un homme. Mais si jamais ça existe, n'hésitez pas à m'en faire part. Et là certains se demandent pourquoi j'en fais tout un point, parce que c'est pas grave, au pire les hommes ils ont qu'à jouer avec des avatars féminins. Oui, mais l'égalité des sexes, c'est pas seulement quand ça nous arrange. Je suis agacée si les jeux de voiture, les jeux de combat proposent uniquement des avatars masculins, donc je peux aussi être agacée que les jeux stéréotypés féminins ne possèdent pas d'avatar masculin. Et je trouve qu'il serait important d'inclure l'audience masculine dans les jeux équestres, notamment pour éviter les dérives misandres. Alors du coup, la misandrie, c'est le contraire de la misogynie, c'est un comportement hostile des femmes envers les hommes. D'ailleurs, la misandrie, c'est pas terrible parce que ça décrédibilise un petit peu tout le mouvement féministe de notre société, parce que normalement, le féminisme, c'est de vouloir l'égalité des sexes,
Sauf qu'il y a des féministes un peu extrémistes qui sont là en mode on veut la suprématie des femmes, mais non, mais pas du tout. C'est pas comme ça qu'on aura gain de cause. Mais bref, je vais vous prendre l'exemple de Star Stable car il s'agit de l'un des seuls jeux en ligne dans lequel nous pouvons interagir avec d'autres joueurs et donc observer les altercations entre joueurs masculins et féminins. Même si de prime abord, nous sommes tous des femmes sur le jeu. J'ai malheureusement pu constater que les hommes n'y étaient pas forcément les bienvenus, surtout s'ils dépassaient un certain âge. On a notamment pu voir Denise Waystorm, un youtubeur Star Stable connu, témoigner de messages haineux à son égard, qu'il recevait simplement car il est un homme. Et d'après certains de ces témoignages, les hommes n'auraient rien à faire sur les jeux de poneys pour diverses raisons. Les poneys, c'est uniquement pour les filles, c'est sûrement un prédateur, de toute façon, il s'intéresse pas aux poneys, il s'intéresse juste aux petites filles. Trigger warning, message homophobe, non mais de toute façon, si t'aimes les poneys, t'es forcément gay. Hein. Alors je comprends la crainte des prédateurs, surtout sur des jeux qui ciblent une jeune audience, sauf que c'est pas parce que t'es un homme que t'es systématiquement un prédateur. Pour une raison que j'ignore, étant majeure sur un jeu de poney, y a jamais personne qui m'a pris pour un prédateur, tout simplement parce que je suis une femme. Et je sais pas si vous le saviez, mais on peut être un homme hétéro qui s'intéresse aux jeux d'équitation tout simplement parce qu'on est un homme hétéro qui s'intéresse aux chevaux. Généralement le fait d'apprécier les chevaux ça n'a rien à voir avec la sexualité. Au contraire en fait je pense qu'à partir du moment où il y a une histoire de sexualité avec les animaux c'est de la zoophilie et c'est un autre problème. Enfin, tout ça pour dire que ça me gave qu'en tant que femme, on me force à jouer support et qu'on me balance des insultes misogynes dans le chat. Donc j'estime que les jeux stéréotypés féminins devraient faire mieux et inclure les hommes pour leur montrer l'exemple. Et malheureusement, les studios de jeux vidéo ont leur responsabilité dans ces stéréotypes. Comme on a déjà dit, les jeux qui possèdent uniquement des avatars féminins, un hashtag Yes I am a horse girl pour lutter contre le harcèlement des fans de chevaux mais qui exclut du coup totalement les hommes, alors que les hommes peuvent tout autant être sujets à ces discriminations, et des histoires systématiquement basées sur une héroïne. Comme énoncé plus tôt, c'est le serpent qui se mord la queue avec cette problématique. Moins on représente les hommes, moins ils se sentiront attirés par le genre, moins il y en aura, moins les studios ressentiront le besoin de les représenter, moins ils se sentiront attirés, enfin bref, ça tourne en rond quoi. Mais le problème n'est pas inconnu au bataillon puisque le secteur des jeux équestres évolue doucement mais sûrement. De plus en plus de jeux nous offrent la possibilité de créer un avatar masculin, voire non-binaire, ouhou, le progrès, et que peut-être un jour, j'ai espoir, les jeux équestres ne seront plus considérés comme quelque chose d'uniquement féminin, puisque malheureusement ça les rend niais et infantilisants. Car oui, malheureusement c'est un fait, les jeux vidéo équestres sont plutôt mauvais. Ils utilisent des graphismes datés, le gameplay est répétitif et ennuyant, et la difficulté zigzague entre trop facile et trop compliqué, car les contrôles et les niveaux sont conçus avec les fesses. Il y en a quelques-uns pas trop mauvais, mais dans l'ensemble on reste quand même en dessous des standards du marché. Et cela est souvent dû à deux facteurs. Les personnes qui sont commissionnées pour bosser sur les jeux de chevaux ne sont pas des personnes passionnées par les chevaux, ils n'ont pas forcément envie de travailler dessus, et pour cette raison, ils se documentent pas forcément très bien, ce qui nous donne des faux raccords, des scènes très cringe et des animations vraiment douteuses. Et d'un autre côté, c'est des jeux niches, et les jeux niches, malheureusement, on leur accorde pas un budget très important. Du coup, entre le développeur qui a pas envie de bosser dessus et le budget inexistant, on peut pas faire de miracle, ça va forcément donner un jeu mauvais. Alors oui, il existe des jeux avec des chevaux qui sont absolument magnifiques, comme Red Dead Redemption 2, comme The Witcher, et c'est parfait, sauf que ce ne sont pas des jeux équestres. Dire à quelqu'un qui est fan de jeux équestres d'aller jouer à ce jeu, ce serait comme dire à quelqu'un qui est fan de foot de jouer à Katamari Damacy parce qu'il y a un ballon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux en dire. Certes, il y a des chevaux, mais c'est pas du tout un gameplay qui a accès au tour. Et là, on arrive à la partie vraiment intéressante de cette vidéo. En faisant le parallèle avec les jeux équestres qui sont tamponnés pour gonzesses, on peut se demander pourquoi les jeux pour gonzesses de manière générale sont avec très peu d'ambition, très peu de budget, niais, en dessous des standards. Enfin, pourquoi souvent c'est des mauvais jeux. Faisons un petit voyage dans le temps pour remonter à l'origine de l'informatique dans les années 80-90. À cette époque, le milieu de l'informatique était surtout dominé par les hommes, que ce soit dans le développement ou l'utilisation des machines. Ce n'est que depuis tout récent que les femmes occupent une place plus importante dans l'informatique et plus précisément dans le domaine des jeux vidéo. Néanmoins, il est reconnu une fois de plus que les femmes sont sous-représentées dans les postes de décision, tout comme dans d'autres secteurs comme par exemple le développement informatique. Ça, en l'occurrence, je peux témoigner parce que je suis développeuse informatique, j'ai fait 5 ans d'études dans le domaine, j'ai travaillé 2 ans en entreprise et je peux vous dire que des femmes qui développent, j'en ai pas vu beaucoup. Mais
Mais ça pourrait être un sujet pour une autre fois. Il faut pas non plus oublier que pendant les années 80-90, l'éducation était beaucoup plus stéréotypée. On faisait beaucoup plus la séparation entre filles et garçons. Ce qui signifie que la majorité des jouets pour filles étaient vraiment très girly, axés sur la mode, les animaux mignons, les poupées, l'habillage, les paillettes, ce qui concernait aussi les jeux vidéo. Les jeux vidéo pour filles n'étaient pas forcément vendus dans le même rayon que ceux pour garçons, ils étaient bien roses et abordaient pas du tout les mêmes thématiques. En Occident, la majorité des jeux pour filles a été vendue sur PC puisque les éditeurs supposaient que les filles ne possédaient pas de console. Heureusement que Nintendo, du côté des japonais, était pas tout à fait de cet avis et qu'on a eu de très bons jeux considérés plutôt comme féminins sur console. Mais en dehors de cette exception, la plupart des jeux pour filles étaient fortement stéréotypés et pleins de paillettes, de roses et de niaiseries. Cependant, vu que les filles de cette période étaient fortement stéréotypées, les tentatives de leur proposer autre chose que du rose, des paillettes et des niaiseries ont plus ou moins échoué puisque les mentalités de l'époque n'étaient pas encore prêtes à une évolution du marché. D'ailleurs, j'ai regardé une vidéo très intéressante à ce sujet qui cite une étude de marché de 1999 dans laquelle est évoqué que les petites filles aiment bien les jeux roses avec des paillettes bien niées et qu'en grandissant, certaines des filles vont totalement rejeter ces stéréotypes parce qu'ils les trouvent condescendants et jouer à des jeux moins girly, moins niche. Heureusement, depuis, les choses ont évolué. Sans trop vouloir rentrer dans les détails, on sait que de nos jours, les femmes jouent de plus en plus aux jeux vidéo, mais pas forcément au même que les hommes. Je vous mettrai une étude à ce sujet dans les descriptions. Personnellement, je pense que c'est toujours dû aux forts stéréotypes qu'on a dans notre société. On fait toujours pas mal la séparation entre les centres d'intérêt féminins et les centres d'intérêt masculins. Ce qui fait qu'actuellement, il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans la case des joueurs casus, qui préfèrent les jeux calmes et bienveillants. Et cette part de marché en croissance ces dernières années a su être comblée par un bon nombre de développeurs indépendants et toujours et encore Nintendo. Peu à peu, le marché vidéoludique féminin évolue. Et je pense qu'il est tout à fait possible de créer des jeux équestres qualitatifs et passionnants qui sauront attirer une plus grosse audience. Parce qu'actuellement, les jeux d'équitation sont toujours considérés comme un truc de petite fille, et donc les éditeurs n'y consacrent pas de budget. Maintenant que l'on sait tout ça, on peut se poser une question. Est-ce que les jeux d'équitation seraient moins mauvais s'ils n'étaient pas uniquement destinés aux filles ? Est-ce que si on avait inclus plutôt les hommes dans le genre des jeux d'équitation et qu'ils s'y seraient intéressés, est-ce qu'éventuellement les jeux d'équitation auraient été moins mauvais? Je vous invite à donner votre hypothèse dans les commentaires. Bien évidemment, cette vidéo s'appuie sur certains faits, mais dans l'ensemble, ça reste une analyse et une étude personnelle de ce que moi j'ai vu du marché des jeux équestres, puisque c'est un sujet qui me passionne. Alors à titre personnel, j'ai été élevée sans stéréotype. Je me suis jamais posé la question, est-ce que ce jeu est considéré pour garçons ou pour filles? J'ai eu des Barbies et des voitures et c'était très bien. Mais par contre, au niveau des jeux vidéo, en dehors des jeux d'équitation qui étaient vraiment mon dada et d'ailleurs qui le sont toujours, j'avais assez peu de jeux qui sont stéréotypés pour filles. J'ai pu jouer à certains de chez Nintendo qui étaient très bons, mais en dehors de ça, j'ai testé des jeux chez mes copines qui avaient des jeux de mode, de poupées, de petits animaux à s'occuper. Mais tous ces jeux, je les ai testés une fois et j'ai jamais ressenti le besoin de les avoir moi parce que le gameplay était pas très bon par rapport à des jeux moins stéréotypés féminins. Et finalement, même les jeux d'équitation n'étaient pas particulièrement bons, mais c'était ma passion donc j'avais envie d'y rejouer. Cependant, j'ai toujours rêvé d'un jeu plus ambitieux, plus beau, proposant de nouveaux mécanismes de gameplay. Et j'espérais qu'en grandissant, je finirais un jour par avoir un jeu à la hauteur de mes attentes. Sauf que 15 ans plus tard, finalement, si je veux jouer à un jeu d'équitation, c'est la même chose qu'il y a 15 ans. Le genre a très peu évolué par rapport au reste du marché vidéoludique. Du coup, si j'ai envie de passer une bonne expérience avec des chevaux dans les jeux vidéo d'aujourd'hui, je me résigne à jouer à des jeux avec des chevaux. Sauf que des jeux avec des chevaux ne sont pas forcément des jeux de chevaux. C'est pas la même chose. Du coup, tout ça m'a poussé à m'interroger sur l'origine du problème, et je pense qu'il y a deux origines qui finissent par se rejoindre. Les jeux d'équitation sont étiquetés comme un truc pour filles, même si maintenant certains essayent d'inclure un peu plus les hommes, et les éditeurs ne voient pas l'intérêt de mettre du budget dans un jeu niche qui cible une toute petite audience, même si depuis le temps des indépendants essayent et on peut vraiment noter leur effort parce qu'ils font des trucs vraiment bien, ça reste que le manque de budget se ressent. Je pense que du coup si on avait essayé d'inclure une audience masculine depuis le début, les jeux d'équitation seraient restés un truc moins niche et auraient pu profiter d'un budget plus conséquent pour le développement de ceux-ci. Peut-être qu'on aurait aussi eu le droit à des jeux un petit peu moins niais parce que le stéréotype masculin c'est quand même
d'être un peu moins niais que les filles qui aiment bien le rose, les paillettes et l'amour. Du coup, je pense qu'il est tout aussi important de retirer cette étiquette féminine des jeux d'équitation et d'inclure les hommes, que de faire comprendre aux éditeurs des jeux d'équitation que plus de monde pourrait y jouer si justement ils faisaient des jeux moins mauvais, moins stéréotypés. Ils ont pas de budget parce que c'est des jeux de niche, mais vu que c'est des jeux de niche, ils ne sortent jamais de leur niche et du coup on est condamné à toujours avoir les mêmes jeux de chevaux qu'il y a 15 ans. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de mener des recherches sur ce sujet. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à aboutir cette vidéo puisque j'avais d'autres priorités entre temps. J'ai aussi changé le script 2 fois parce que j'étais un peu indécise sur la direction que prendrait cette vidéo, mais au final je suis plutôt contente du résultat. Mais n'hésitez pas à me faire des remarques dans les commentaires si jamais vous avez des trucs à redire à ce sujet. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à de prochaines aventures.